On ne pouvait pas rêver moment plus révélateur, la dernière conférence africaine tenue en Algérie a servi de miroir impitoyable à l'histoire. Sous les projecteurs, le spectre du colonialisme a refait surface, rappelant qu'il n'a jamais vraiment quitté le continent. L'Algérie, en hôte passionné et stratège, a transformé cette scène diplomatique en tribune pour marteler une idée qui lui tient à cœur. Il est grand temps de qualifier le colonialisme pour ce qu'il est, un crime, et de soutenir sans réserve les peuples toujours en quête de leur pleine souveraineté. Le message est limpide, les cicatrices du passé ne se refermeront pas sans une réponse collective solide et surtout débarrassée des petits jeux d'intérêts politiciens. L'unité africaine selon Alger ne doit pas être un slogan mais une stratégie. Juste après que l'Algérie ait déroulé le tapis rouge pour son grand sommet africain, voilà que le Maroc sort de l'ombre avec sa propre initiative, un rendez-vous qui pour beaucoup d'analystes avait tout l'air d'un bis non officiel. Certains y ont vu une réplique en douce, comme si Rabat avait voulu proposer son propre décor diplomatique, presque en simultané. Et forcément, les questions ont fusé. Pourquoi maintenant? Quel message veut-on vraiment faire passer, surtout à la suite d'un événement qui venait tout juste de remuer les dossiers les plus brûlants? Coucou, le Sahara occidental. De son côté, Alger brandissait le drapeau de la paix et plaidait pour qu'on aille creuser les racines profondes de l'instabilité en Afrique. Mais cette autre réunion surgit comme par enchantement, a été perçue par certains comme une tentative à peine voilée de réécrire le scénario africain selon une autre grille de lecture, moins historique et peut-être un peu plus stratégique. Sur la scène de la conférence d'Oran, le chef de la diplomatie algérienne Ahed Attaf n'a pas mâché ses mots. Pour lui, le retour en force du processus d'Oran n'est pas qu'un simple événement protocolaire, c'est le signe d'un appétit grandissant de la communauté internationale pour ce format de dialogue taillé sur mesure par l'Algérie. Et à voir le nombre de chaises occupées par des délégués venus d'Afrique, et d'ailleurs difficile de dire le contraire, Alger s'affiche encore une fois comme moteur du débat sur la stabilité du continent. Et Attaf ne s'est pas arrêté là. Selon lui, cet intérêt marqué est bien plus qu'un simple effet de mode, c'est la preuve que ce processus pèse dans le jeu diplomatique. Il en a profité pour sonner l'alarme, l'Afrique est aujourd'hui engluée dans des turbulences à la fois politiques et sécuritaires. De l'envol des groupes armés à la valse des régimes renversés hors cadre constitutionnel, sans oublier les marionnettistes étrangers tirant les ficelles dans l'ombre. Le tableau est sombre et le ministre n'a pas hésité à plaider pour des outils africains solides et réformés, capables de faire face à cette tempête. Pour Attaf, si l'Afrique veut réellement sortir du cycle des crises, il est temps de revoir sérieusement la partition jouée par l'Union africaine. Pas question de se contenter de discours, il faut muscler les institutions, leur donner les moyens concrets d'assurer la paix et de tenir tête aux turbulences. En évoquant les plaies encore ouvertes du passé colonial, il a sorti 2 dossiers brûlants du tiroir, le Sahara occidental et la République du Rif. 2 cas qu'il ne considère pas comme de simples incidents historiques, mais comme des urgences politiques demandant une réponse ferme et lucide. Et comme pour enfoncer le clou, il a rappelé, sans la moindre ambiguïté, que la posture de l'Algérie s'appuie sur un principe clair, le droit inaliénable des peuples à décider de leur propre destin, tel que gravé dans le marbre des résolutions onusiennes. À ses yeux, il n'y a pas d'alternative tant que ces conflits ne seront pas réglés. Parler de stabilité durable en Afrique du Nord ou de l'Ouest restera un vœu pieux. Et voilà que la République du Rif, qu'on croyait rangée dans les tiroirs poussiéreux de l'histoire, refait parler d'elle. Sur certaines chaînes arabes, des documentaires fouillés sont venus raviver la mémoire collective en retraçant les grandes heures du mouvement rifin du début du XXe siècle. Rabat, fidèle à sa ligne, ne veut rien entendre pour les autorités marocaines. Cette affaire appartient au passé verrouillé
sceller fin de l'épisode. Sauf que, dans les débats sur les revendications populaires, les inégalités régionales et la justice historique dans le nord du pays, le sujet revient comme un refrain entêtant, impossible à ignorer. Et ce n'est pas tout. D'après des indiscrétions diplomatiques, pas moins de 45 États africains auraient récemment exprimé leur envie de rouvrir le dossier. Pas uniquement celui du Rif, mais aussi le très sensible Sahara occidental. Pour les analystes, ce regain d'intérêt marque un tournant. Plusieurs pays du continent commencent à redessiner leur propre boussole stratégique, avec moins de dépendance, plus d'assurance et une volonté affirmée de ne plus se laisser dicter leurs priorités par les puissances extérieures. Lors de son intervention très attendue, Attaf n'a pas tourné autour du pot. L'Algérie, selon lui, ne se contente plus d'observer les enjeux africains de loin. Elle se positionne comme pilier de la paix et garant de la sécurité sur le continent. Et ce n'est pas juste de la rhétorique, le retour en grâce du processus d'Oran en est à ses yeux la preuve éclatante. Il y voit une victoire symbolique non seulement pour Alger, mais pour toute l'Afrique fière de voir l'une de ses capitales devenir un carrefour diplomatique incontournable. Son ambition, fédérer les voix africaines, créer un front uni et cohérent, capable de peser dans les hautes sphères onusiennes et autres cercles d'influence planétaire. Ce message prend d'autant plus de poids que le contexte joue en faveur d'Alger, fraîchement élu, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie veut désormais passer à la vitesse supérieure. Objectif affiché, devenir un acteur incontournable dans la gestion des crises africaines et ne plus laisser d'autres décider à sa place. Et comme si la diplomatie ne suffisait pas, voilà que le ministre Attaf s'est retrouvé malgré lui en pleine tempête médiatique. Sur les réseaux sociaux et dans certains coins de la presse, des voix se sont empressées d'agiter une rumeur croustillante: l'homme aurait discrètement acheté un hôtel en Espagne. Un scoop qui bien sûr a vite fait le tour du web. Sauf que les journalistes espagnols, eux plus terre à terre, ont mis les points sur les i. L'établissement appartient en réalité à Ali Haddad, un magnate algérien, et ce depuis 2011, grâce à un crédit accordé par une banque espagnole. Rien à voir avec un caprice immobilier ministériel. Il s'agirait en fait d'un arrangement juridique bien ficelé, permettant à l'État algérien de récupérer le bien en réglant une partie des dettes de l'homme d'affaires, selon le mécanisme espagnol de dación en pago. Cette mise au point a calmé du moins en partie les flammes de la polémique. De son côté, Attaf n'a pas perdu le nord, il a remis sur la table le dossier brûlant du Rif et du Sahara occidental, exigeant que l'Union africaine s'en empare sérieusement. Pour lui, les blocages actuels ne tombent pas du ciel, ils sont enracinés dans l'histoire, plombés par la politique et rendus encore plus explosifs par les manipulations de certains acteurs étrangers qui aiment brouiller les pistes. Attaf, dans un ton des plus sérieux, a dressé un tableau sombre, mais lucide. Selon lui, c'est un triangle infernal. Les putschs militaires, le terrorisme rampant et les jeux d'influence étrangères qui minent à petit feu la stabilité du Sahel. Dans cette vaste zone, déjà fragilisée, des groupes armés n'ont cessé de gagner du terrain, grignotant des régions entières, sous le regard impuissant des populations locales, souvent livrées à elles-mêmes. Un cocktail explosif qui menace de faire sauter les digues de l'ordre établi. Et c'est précisément à la fin de la conférence que les délégués ont martelé un message sans détour: l'Union africaine doit impérativement reprendre les rênes du règlement des conflits. Fini le second rôle. Les crises qui secouent l'argot l'Afrique du Nord et l'Ouest ne peuvent plus être traitées à la légère. Pour eux, il est urgent que les institutions africaines montent au front avec plus de courage politique, plus de présence
et surtout plus de légitimité pour affronter les défis qui gangrènent le continent, qu'il s'agisse de gouvernance de processus constitutionnels ou de sécurité. Au fil des échanges, un constat s'est peu à peu imposé dans les esprits africains: les remèdes venus de l'extérieur n'opèrent plus la magie d'antan. Trop souvent déconnectées des réalités locales, ces solutions prêtes à l'emploi finissent par échouer là où l'Afrique, elle, commence à comprendre que la clé est entre ses propres mains. Aujourd'hui, l'heure est à l'action concertée, à l'intelligence collective, à des mécanismes conçus par et pour le continent, parce que personne ne guérira l'Afrique à sa place. Et si l'on observe de plus haut la scène politique du Maghreb ces derniers mois, une évidence saute aux yeux: la région est une mer agitée. Les équilibres y sont précaires, les lignes de force changent au gré des vents, et chaque mouvement, qu'il vienne des États, des ONG, des marchés ou de la rue, contribue à redessiner une carte déjà instable. Entre intérêts croisés, jeux d'alliances mouvants et tensions internes, le nord de l'Afrique danse sur un fil. Entre Alger et Rabat, les lignes ne cessent de bouger, ou plutôt de se tendre. Ces deux piliers du Maghreb semblent pris dans une sorte de toile complexe, faite de priorités nationales, de stratégies d'influence, de pressions diplomatiques, venues d'ailleurs, et d'exigences populaires de plus en plus bruyantes. Depuis quelques mois, chaque discours officiel, chaque geste diplomatique ou même chaque silence étudié ajoute une couche de complexité à un échiquier déjà surchargé. Le développement africain, la lutte contre les nouvelles formes de domination, ou encore l'épineux dossier du Sahara occidental, sont devenus les terrains d'affrontement symboliques où se dessine en filigrane une bataille pour le récit du futur du continent. Une chose est sûre dans cette région déjà fracturée: chaque mot pèse lourd, chaque décision redessine les lignes de fracture. Et face à tout cela, une vérité s'impose: les recettes d'hier ne fonctionnent plus. La rivalité frontale et les bras de fer diplomatiques à l'ancienne ne suffisent plus à faire avancer les choses. Les défis actuels, socio-climatiques, sécuritaires, sont bien trop imbriqués pour être traités à coups de postures rigides ou de compétition stérile. Il est peut-être temps de changer de partition. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord avance sur une ligne de crête à la croisée des vents du changement. Alors que des puissances montantes redessinent les cartes de l'influence mondiale et que les alliances économiques se multiplient à une vitesse folle, la région, comme le reste du continent africain, est secouée par une reconfiguration stratégique inédite. Cette transformation bouscule non seulement les priorités politiques de chaque pays, mais modifie aussi leur manière de se positionner sur l'échiquier régional. Et à mesure que les récits identitaires prennent le pas sur les logiques de partenariat gagnant-gagnant, la concurrence entre voisins s'intensifie, nourrie par la mémoire, les symboles parfois plus que par les intérêts concrets. Mais si l'on gratte le vernis des tensions apparentes, un autre message transparaît, celui d'un ras-le-bol grandissant. Car au-delà des joutes diplomatiques, les peuples, en Algérie comme au Maroc, réclament autre chose. Les priorités. Des emplois. Une justice sociale réelle, un développement économique plus équilibré et une ouverture démocratique crédible. Les citoyens n'en peuvent plus de cette escalade politique sans fin et appellent à revenir à l'essentiel des solutions pratiques aux problèmes du quotidien. Ce décalage grandissant entre les ambitions géopolitiques et les besoins concrets des populations s'impose désormais comme un angle crucial pour comprendre les trajectoires à venir. Aujourd'hui, l'Afrique n'est plus un simple décor dans la pièce mondiale, elle est devenue une scène centrale, et tout le monde veut y jouer un rôle. Pour Alger comme pour Rabat, le continent représente bien plus qu'un voisinage, c'est un terrain d'influence stratégique. L'Algérie, fidèle à son ADN révolutionnaire, multiplie les gestes diplomatiques pour rappeler que l'histoire n'est pas finie, que les relents coloniaux sont toujours là
et qu'il faut défendre le droit sacré des peuples à tracer leur propre destin. Ce discours sans surprise trouve un certain écho chez les élites panafricaines. Pendant ce temps, le Maroc affine une autre stratégie, tisser des liens solides dans les couloirs des institutions régionales, tout en soignant ses alliances économiques et politiques à coups de partenariats bien calculés. Deux approches parallèles qui parfois se croisent, mais plus souvent encore s'entrechoquent. Car au fond, ce qui se joue dépasse le duel maghrébin, c'est l'image même de l'avenir de l'Afrique qui est en toile de fond. Et ce n'est pas fini. Le contexte international de plus en plus chaotique vient complexifier l'équation. Les alliances d'hier se délitent, la crise énergétique s'intensifie, les économies bougent, les migrations s'accélèrent, et au milieu de tout ça, le Maghreb se retrouve en première ligne. La Méditerranée chauffe les puissances, s'arrache nord les ressources africaines, le Sahel devient un casse-tête sécuritaire et les frontières n'ont jamais été aussi poreuses. Dans ce tourbillon, ce sont les choix faits à Rabat comme à Alger qui façonnent la perception qu'a le monde de la région. Sauront-ils bâtir des solutions durables, instaurer une stabilité crédible, offrir une vision d'avenir commune? Toute la question est là, et les regards internationaux, eux, attendent des réponses. Il faut le dire franchement, aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les faits qui façonnent les opinions, mais la manière dont ils sont racontés, relayés, remixés et parfois déformés. Entre les chaînes d'infos en continu et les tempêtes virales sur les réseaux sociaux, la communication politique est devenue une arme à double tranchant. Les discours enflammés, les analyses manichéennes et les accusations croisées nourrissent davantage les divisions qu'ils ne les apaisent. Résultat, le débat public devient un champ de bataille idéologique où tout le monde crie mais où peu prennent le temps d'écouter. Heureusement, certains observateurs appellent à un peu de sang-froid. Selon eux, seule une lecture plus équilibrée, plus ancrée dans les faits que dans l'émotion, permet de décrypter ce qui se joue réellement dans les coulisses. Car sans ce recul dans une région aussi électrique que le Maghreb, un malentendu peut très vite dégénérer en crise diplomatique bien réelle. C'est là que le rôle des médias, des penseurs publics et des institutions devient crucial. Leur mission: maintenir un espace où l'on débat sans s'étriper, où l'on analyse sans caricaturer. Car réduire la situation à une simple querelle de voisinage entre Rabat et Alger, c'est passer à côté de l'essentiel. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est l'intersection de deux forces bien plus larges. D'un côté, les dynamiques internes réformes qui piétinent aspirations populaires, tensions sociales. De l'autre, un monde extérieur en pleine mutation, compétition continentale, recomposition des alliances-guerres d'influence et ruée mondiale vers l'énergie. Et au croisement de tout ça, il y a le Maghreb, pas juste un terrain de rivalité, mais un miroir des bouleversements globaux, quand deux dynamiques puissantes se rencontrent, celle du passé idéologique et celle de l'avenir économique. Cela crée un terrain de jeu délicat, presque explosif, où chaque geste, chaque mot, chaque posture diplomatique peut produire des effets en cascade, parfois totalement imprévus. Les prochains mois s'annoncent décisifs. Beaucoup d'analystes y voient une fenêtre rare pour remettre à plat les priorités maghrébines. L'Algérie, fidèle à son ADN militant, continue de revendiquer sa vocation panafricaine, brandissant haut les principes d'autodétermination et de lutte contre l'hégémonie étrangère. Le Maroc, lui, mise sur la croissance, les investissements et son image de hub stable, moderne et attractif. Deux routes, deux visions. Elles ne sont pas forcément contradictoires, mais elles ne convergeront que si un dialogue franc s'installe, sinon ces divergences stratégiques risquent bien de se fossiliser en tensions durables. Mais ce fameux dialogue n'aura de sens que si les deux capitales comprennent une chose essentielle. Les défis d'aujourd'hui sont bien trop vastes pour être réduits à une simple rivalité entre voisins.
La stabilité du Maghreb, si elle doit être plus qu'un slogan, exige une vraie remise à plat des mécanismes de coopération. Car malgré les désaccords politiques ou les clivages idéologiques, les peuples de cette région partagent bien plus que des frontières, une histoire entremêlée, des cultures proches, des économies interdépendantes. Et face aux enjeux du XXIe siècle, du climat à la sécurité, en passant par la mobilité humaine ou le développement, une seule voie semble tenable, celle d'un dialogue stratégique, lucide et constructif. Tout le reste ne sera qu'illusion diplomatique. Ce n'est pas un secret, les plateformes de dialogue maghrébins existent, ou du moins ont existé. Longtemps mises en veille à cause de tensions politiques persistantes, elles dorment dans les tiroirs de l'histoire institutionnelle de la région. Et pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, des voix autorisées, chercheurs, analystes, experts, appellent à les réveiller, à leur redonner souffle. Pourquoi ? Parce que les bouleversements récents ont mis à nu les failles profondes du système régional, tout en offrant une chance unique de repenser les méthodes. Malgré leurs différends, l'Algérie et le Maroc ne manquent ni de talent ni d'atouts, des ressources humaines solides, un poids économique non négligeable et des structures capables, si elles sont bien mobilisées, de peser dans la balance de la stabilité nord-africaine, voire continentale. Mais au fond, la vraie question est là que vont faire les décideurs. Continuer à jouer la carte de l'antagonisme, ou bien saisir le moment pour écrire un nouveau chapitre basé sur l'apaisement, l'équilibre et surtout la coopération. L'histoire du Maghreb a prouvé une chose, les périodes de tension passent, mais leur gestion laisse des traces durables. Le futur ne se décrète pas, il se construit. Et ce sont les choix d'aujourd'hui, parfois invisibles, souvent décisifs, qui définiront la qualité de vie des générations de demain. Le poids de cette responsabilité dépasse les frontières. Il engage l'ensemble du Maghreb et bien au-delà toute l'Afrique.